Cette journaliste de Sky News avait le privilège d'aller interviewer le capitaine Ibrahim Traoré, à une seule condition, que l'interview se passe en français et sans filtre, pour ne pas qu'il y ait à déformer plutôt les propos du capitaine Ibrahim Traoré. Madame la journaliste est allée faire son interview. Ensuite, elle a fait à sa façon. Elle est partie faire des montages vidéo, etc., où elle a déformé le propos du capitaine et elle a mis sur les réseaux sociaux. Comme on a maintenant les réseaux sociaux là. La vidéo a fait de millions de vues. Vous avez été envoyé, donc il faut assumer. Le président Papa Laurent Gbagbo a dit qu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Qui va gagner le duel politique au sein de la CEDEAO autour de l'AES? Bravo pour le pressing community encore vers le côté de l'AES. Comme on vous dit, c'était plus comme à l'époque. Aujourd'hui, la force des réseaux sociaux, on sait comment l'utiliser. Oui, on sait comment l'utiliser. Cette dame, c'est là que vous voyez tous. Cette dame est arrivée aux côtés du Burkina Faso pour interviewer son excellent capitaine Ibrahim Traoré. Après finir avoir interviewé, elle était en mission pour venir dénigrer notre Burkina Faso qu'on veut soulever pour montrer au peuple africain que voici comment un président gère un pays. Mais elle vient plutôt dénigrer. Et pourtant, c'est une noire. On envoie toujours que les noirs pour détruire son frère noir. Vous avez vu? Un président le plus aimé. Tu viens, il te permet. Ibrahim Traoré, c'est un star. Il te permet que tu l'interviewes. Tu finis de l'interviewer. Maintenant, tu peux faire un reportage. Parce qu'on t'a envoyé que tu dénigres le Burkina Faso. Non, c'était à l'époque. Non, c'était à l'époque. Aujourd'hui. Tu pleures, non? Tu pleures. Tu pleures les larmes du crocodile. Mais tu ne comprends pas que aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui africaine, malgré que certains pays sont en train de marcher dans le même sens que de l'époque, mais il y a certaines jeunesses africaines qui sont relevées. Et aujourd'hui, le Burkina Faso est la source d'expérience de chaque pays africain. Et tu viens dénigrer en nous faisant comprendre que monter, c'est descendu, oh, les gens souffrent, oh, il y a la guerre. Non, ma chérie, on vous a dit aujourd'hui, on a compris votre jeu depuis. On a compris le jeu des ces occidentaux depuis. On vous dit la force des communications. Ça, c'est bagarre d'abord. Et c'est ça que je voulais amener. On t'a mis au sol, oui. On t'a mis au sol. Et c'est ça que j'aime sur le peuple d'Afrique actuellement. C'était dit, vos avis en commentaire me fera plaisir. On s'abonne. Ciao, ciao. Madame la journaliste s'est dit, ah, j'ai eu un grand succès, donc objectif atteint. Madame, est-ce qu'on peut faire ça? Aïe! Est-ce qu'on peut salir le pays des hommes intègres comme ça? Ça s'est pas arrêté là. Comme elle a vu que la vidéo a fait beaucoup de vues là, elle s'est dit, bon, maintenant je vais lancer un live. Et puis dans les lives, là, 15 000 personnes, là encore, elle était contente. Elle s'est dit, oui, quel succès! Mais sauf que les 15 000 personnes là, c'était pour la démonter. Madame la journaliste n'a pas pu, oh. Elle a fondu en larmes en plein live. Vous avez vu maintenant chez nous, on dit, tu vas lire l'heure. Tu as vu comment tu as vu ta lire l'heure là? Aujourd'hui, les grands médias ne peuvent plus manipuler l'information à leur guise, comme ils le faisaient avant. Ils n'ont plus ces monopoles-là. Maintenant, là, on a les réseaux sociaux, au tiers. Donc, c'est-à-dire, quand tu viens mettre le mensonge là, on va les démonter. Tranquille. Je voulais suivre. Réalité contradictoire saute aux yeux. D'un côté, il y a la révolution cosmopolite encouragée par le gouvernement. De l'autre, une insurrection djihadiste dévastatrice qui touche la population dans tout le pays, y compris dans les banlieues de la capitale. Alors que ce mouvement vers une plus grande indépendance géopolitique vis-à-vis de l'Occident est en cours. Une autre liberté, interne celle-là, est en train d'être supprimée. De nombreuses personnes nous ont répété, hors caméra, qu'elles ne pouvaient pas s'écarter du discours officiel. C'est la dure réalité vécue par beaucoup dans la capitale. Des mères, des enfants et de jeunes hommes fouillent les ordures à la recherche de ce dont ils ont besoin pour survivre. Vous ne verrez pas donc ces voilà, images madame la journaliste, qu'est-ce qu'on peut dire? Famille, cette vidéo doit atteindre les 5000 partages. Quand tu tombes sur cette vidéo, ça n'a pas encore atteint les 5000 partages, il faut la partager. Parce que nous sommes en guerre de communication. Elle a été envoyée. Vous pleurez. C'est pas les commentaires des pays francophones qui vous fait pleurer, mais des pays anglophones. L'AES là, il n'y a pas de pays anglophones parmi l'AES. Donc c'est pas le commentaire des pays francophones, mais plutôt vos frères, les anglophones, pour vous prouver la dimension, l'éveil de la population africaine. Alors, vous êtes dans une manipulation que nous allons déconstruire. Vous avez posé la question au président capitaine Ibrahim Traoré, qu'on dit que son pays est contrôlé 60% par les terreaux. Le président a rigolé. Et il vous a dit qui a dit. Vous avez dit que si Internet. Le président a remué sa tête. Parce qu'il a vu, pour lui, vous étiez une journaliste professionnelle. Une journaliste professionnelle ne peut pas se fier à ce qui s'est dit sur Internet, étant donné que nous sommes en guerre de communication. C'est comme ça le capitaine va vous dire que lui, il se promène dans son pays. Pas par avion, mais par voiture. C'est comme ça le capitaine va vous proposer de vous promener. Quand il vous dit de vous promener là, il vous dit pas que toutes les rues sont bitumées. Quand il vous dit d'aller vous promener, il vous dit pas qu'en 3 ans, lui, il a fait du Burkina Faso, Dubaï. Quand il vous dit de vous promener, il vous a pas dit qu'en 3 ans, il a fait qu'aucun Burkinabé n'a faim.
Il ne vous a pas dit ça. Quand il vous dit pour aller vous promener, c'est pour voir si vous serez kidnappé. C'est qui va répondre à vos questions. Votre question idiote, non professionnelle. Lorsque vous avez dit que le pays, on dit sur Internet que le pays est contrôlé 60% par les terreaux. Vous avez été kidnappé? Non. C'est qui répond à votre question. Assumez. Pour tous ceux qui sont en train de parler actuellement de cette demoiselle qui a eu l'honneur, qui a eu cette chance d'interviewer le président capitaine Ibrahim Traoré, pour tous ces gens qui sont en train de faire des vidéos si elle, j'aimerais vous dire quelque chose de très très important. Arrêtez de coller l'image du président capitaine Ibrahim Traoré, l'homme le plus influent du monde, à cette chose-là. C'est très très important. Arrêtez de coller, quand vous voulez parler d'elle, arrêtez de coller à côté d'elle, d'aller prendre la photo du président capitaine Ibrahim Traoré et mettre à côté d'elle. Ça, c'est le premier point. Maintenant, très chère demoiselle, tu as vu les commentaires de tes frères anglophones? Tu as vu leurs commentaires? Ils disent de venir au Nigeria pour venir voir ce que la démocratie a apporté au Nigeria. Ils disent de venir au Nigeria. Là-bas, on parle anglais. Ils disent que tu vas faire un reportage phénoménal. Eux, ils t'invitent d'aller au Nigeria. Tu verras. Les gens qui t'ont envoyé là, ils t'ont dit que le capitaine Ibrahim Traoré a dit que dans son pays, il n'y a pas de rues non bitumées. Les gens qui t'ont envoyé, ils t'ont dit que le capitaine Ibrahim Traoré a dit qu'il a reçu à nourrir tout le monde au Burkina Faso et qu'il n'y a pas des gens qui ont faim. Même ici en France, il y a des gens qui ont faim. Il y a des pays en Afrique qui ne sont pas dirigés par des militaires. Ça fait près de 20 ans aujourd'hui. Mais là-bas, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de courant. Ce que tu as vu au Burkina, c'est le quotidien de tout le continent africain. Ça, c'est un message. Si tu crois que je mens, il faut t'aventurer et accepte l'invitation au Nigeria pour voir la réalité. Merci. Est-ce le bloc néocolonisé d'Abidjan, dirigé par Ouattara Draman, ou le bloc de coopération fraternelle, dirigé par le président du Conseil togolais? Car c'est ainsi que sa politique est perçue par ses homologues de l'Alliance des États du Sahel. Qui va l'emporter? Sans le moindre risque de me tromper, je prédis que c'est le bloc de coopération fraternelle de Lomé qui va l'emporter à l'intérieur de la CEDEAO sur le bloc néocolonisé. Pourquoi? Parce que le bloc de coopération fraternelle, dirigé donc par le président du Conseil togolais, a le soutien de l'immense majorité des peuples africains dans sa démarche envers l'AES. Si nous pouvons être critiques de la politique intérieure du Togo, dont nous connaissons tous l'histoire depuis les années 60, nous devons dire que l'épisode du soutien du Togo au pays de l'Alliance des États du Sahel est sans doute dans l'histoire de sa diplomatie le plus bel épisode politique que l'on puisse connaître. Donc, la popularité de la démarche togolaise d'entente, de fraternité et de solidarité envers l'AES l'emporte sur l'impopularité de la trahison anti-africaine des dirigeants de la CEDEAO, incarnée par le bloc abidjanais de Ouattara Draman. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la coopération togolo-aésienne permet une lutte plus efficace contre le terrorisme que la coopération entre la CEDEAO et l'AES. La CEDEAO cherche à coopérer avec l'AES pour enfoncer l'AES, pour détruire l'AES, pour la faire tomber. On voit que le Togo coopère avec l'AES sans s'associer aux actions nocives contre l'AES. Exemple notoire, la déstabilisation du Burkina Faso était préparée dans la CEDEAO en utilisant un cheval de Troie qui était placé au Togo, à savoir l'ancien lieutenant-colonel et président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Cette crise de la tentative de renversement des autorités burkinabées par Damiba à partir du Togo a été l'occasion pour le Togo de montrer une fois de plus qu'il ne voulait ni de près ni de loin s'associer à quoi que ce soit ayant pour but de déstabiliser les pays de l'Alliance des États du Sahel. Si le Togo avait choisi les plans du bloc néocolonialiste dont Damiba est le chouchou, le Togo aurait couvert Damiba et celui-ci aurait continué tout naturellement depuis Lomé avec le soutien du bloc néocolonialiste d'Abidjan de tenter de restaurer la domination française au Burkina Faso. Ce sont des faits qui se sont déroulés sous nos yeux. Nous n'aurons pas besoin de les lire dans des livres d'histoire pour les raconter. Donc voilà le deuxième argument, c'est celui de la crédibilité. Le refus de s'associer à la déstabilisation, il a été attesté par exemple par le règlement de cette crise. Enfin, il y a une troisième raison. Mais le Togo, il gagne beaucoup. Le port de Lomé voit son activité en train de doubler, de tripler, de quadrupler. Ce sont les caisses de l'État togolais qui sont embellies par cette coopération privilégiée avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc voilà les raisons pour lesquelles je suis convaincu que Lomé, devenant de plus en plus le port naturel de déboucher sur l'océan Atlantique de l'Alliance des États du Sahel, c'est cette dynamique qui vaincra. Mais enfin, je finis ce premier sujet par une métaphore géographique. Regardez où se trouve le Togo. Regardez où se trouve la Côte d'Ivoire. Regardez où se trouve le Bénin et le Nigeria. Le Togo se trouve comme de juste pratiquement au milieu de ce qui reste de la CEDEAO, au centre, à
si on regarde vers l'océan Atlantique, en supposant qu'on regarde vers l'océan Atlantique, hein, on est debout à Lomé, on regarde vers l'océan Atlantique. Alors, à gauche, on a le Bénin. À gauche du Togo, on a le Bénin, on a plus loin le Nigeria. Et à droite du Togo, on a le Ghana et plus loin la Côte d'Ivoire. Si Lomé venait à être confirmé comme le débouché officiel naturel, comme le port de l'Alliance des États du Sahel sur l'océan Atlantique, cela voudrait dire que géographiquement, c'est la fin de la continuité de la CEDEAO dans l'espace ouest-africain. Parce que le fait que le Togo devienne un continuum de l'Alliance des États du Sahel, que le Togo se conçoive comme étant le continuum de cette alliance, met fin en réalité à l'existence compacte comme étant un territoire uni de la CEDEAO. C'est un véritable takuba, c'est une épée géographique et géopolitique frappée au cœur de la CEDEAO. Voilà pourquoi il faudrait que nous suivions avec beaucoup d'attention les nouvelles orientations que les autorités togolaises veulent donner à leur coopération avec l'AES, à l'occasion de la cérémonie dont on nous parle pour le 18 avril prochain à Lomé au Togo. On sera ici attentif pour voir sur quel point cette coopération se renforce dans la nouvelle politique sahélienne du Togo. On regardera la question sécuritaire, qu'est-ce que le Togo propose à ses partenaires, à ses alliés, à ses pays frères de l'AES. On regardera le statut de l'espace économique togolais, notamment du port de Lomé pour l'AES, parce qu'en fait, le Togo pourrait, en bonne entente avec les pays frères de l'AES, proclamer le port de Lomé port officiel de l'AES. Ils peuvent passer à des conventions pour aboutir à cela. Je fais une hypothèse comme ça, hein, j'imagine à haute voix. S'il y a une bonne convention entre l'AES et le Togo, le port de Lomé peut devenir un port officiel de l'AES. De telle façon que, avec le Togo, l'Alliance des États du Sahel s'entend sur la manière de se partager les avantages de cette coopération intégrale, faisant des pays de l'AES des pays qui ont officiellement un port. C'est-à-dire que lorsque les marchandises vont arriver à Lomé, ce sera exactement comme si elles étaient arrivées à Niamey. Lorsque les marchandises vont arriver à Lomé, ça sera exactement comme si elles sont arrivées à Ouagadougou. Quand les marchandises vont arriver à Lomé, ça sera exactement comme si elles sont arrivées à Bamako. Pourquoi? Parce que tous ces pays peuvent, avec le temps, avoir leurs terminaux sur la zone portuaire et ainsi accéder à un désenclavement stratégique de leurs économies qui leur a été refusé par le colon français qui ne voulait pas de grandes puissances intracontinentales africaines. 74 milliards de francs CFA, voilà ce que le tourisme a généré au Burkina Faso en 2025. Oui, l'information a été donnée par le ministre Gilbert Ouédraogo. Oui, malgré que nous sommes en guerre, les gens continuent toujours de venir au Burkina Faso. En tout cas, c'est une bonne chose. Continuez comme ça. Oui, quand vous regardez les pays de l'Afrique de l'Ouest et tout, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Nigeria, le Ghana, il y a le Sénégal, il y a le Cap-Vert. Après, c'est le Togo et c'est le Bénin. Mais quand vous prenez ce que le Togo génère ou le Bénin, c'est entre 80 et 50 milliards de francs CFA par an par rapport au tourisme. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, dans un temps de guerre, en 2025, le Burkina Faso, par rapport au tourisme et tout, ils ont généré presque 74 milliards. C'est une très bonne chose. En tout cas, merci beaucoup. La campagne de séduction diplomatique algérienne et marocaine envers les pays de l'Alliance des États du Sahel. Ces dernières semaines, ces trois pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel sont au cœur de la convoitise d'un certain nombre de puissances. On a vu tour à tour les diplomates américains faire le tour de ces pays pour dire qu'ils étaient porteurs d'un message du président Donald Trump envisageant un renouvellement, une réorganisation totale de la relation entre les États-Unis et les pays du Sahel. Et juste après les diplomates de Trump, notamment donc M. Checker, on a vu débarquer des diplomates de l'Union européenne, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, avec un message pratiquement similaire. Bon, on ne s'est pas bien entendu jusqu'ici, tout n'était pas parfait, eh bien l'Union européenne a décidé de mettre de l'eau dans son vin, nous sommes disposés maintenant à collaborer avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans le respect de leur souveraineté. Mais comme le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, et l'impérialisme est véritablement un chien, la résolution de l'Union européenne est venue rappeler à ceux qui croyaient à l'embellie, à ceux qui croyaient que ces gens-là avaient changé, cette résolution est venue jeter comme une piqûre de rappel dans tout le Sahel. Mais en lisant les réseaux sociaux, en lisant la presse, que ce soit au Sahel, en Afrique ou dans le monde, j'ai vu certains qui s'étaient laissés flatter par cet air nouveau, apparemment nouveau, qui soufflait sur les relations diplomatiques entre l'Occident et l'Alliance des États du Sahel. Comme si cela ne suffisait pas. Avec ces questions qui ne manquaient pas d'être soulevées dans les esprits, est-ce qu'ils ont enfin compris qu'il vaut mieux venir doucement avec nous pour s'entendre avec nous? Voilà que débarquaient dans la foulée les diplomates de deux pays d'Afrique du Nord, et non des moindres, à savoir l'Algérie et le Maroc.
ils se précipitaient au Niger, au Burkina Faso et au Mali pour tenter d'offrir ça et là leur bon service. Les Algériens ont débarqué au Niger. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas promis au Niger? Tout d'un coup, ils veulent développer le Niger. La question inévitable que n'importe qui se pose, c'est comment l'Algérie croit-elle qu'elle va pouvoir avoir des relations cordiales avec le Niger, alors que le Niger sait que l'Algérie est la base arrière pour attaquer son allié, le Mali, l'allié du Niger. À peine les Algériens étaient partis, que les Marocains tapaient à la porte. Mais le président Tchani, qui est un patriote, un visionnaire, quand les Marocains se sont mis à taper à sa porte, il a fait comme ça. Venez mes amis, venez mes amis. Il sait. Vous savez ce que veut dire quand tu dis aux Marocains, venez mes amis? Mais à Alger, ils peuvent s'étrangler, même ils peuvent mourir de crise cardiaque tous. En ouvrant donc ses mains, ses bras aux Marocains, Abdourahmane Tchani envoie un double message. Il dit aux Algériens, on est avec vous, à condition que ce soit seulement dans nos intérêts. D'ailleurs, on est aussi avec les Marocains, à condition que ce soit dans nos intérêts. Si ce que vous venez faire ici n'est pas dans nos intérêts, on n'est pas avec vous. La preuve. Ceux que vous considérez comme vos pires rivaux, même vos ennemis, ils sont nos amis. Il y a maintenant côté marocain un très grand projet. C'est celui d'être le pays par lequel va passer le grand pipeline transafricain. Un pipeline qui devrait partir du Nigeria, traverser tous les pays d'Afrique de l'Ouest, remonter par le Sénégal, la Mauritanie et entrer au Maroc. Les Algériens ont également un très grand projet auquel ils tiennent. Ils souhaitent qu'il y ait un pipeline transsaharien. Voici le tracé. Ça part du Nigeria, ça traverse le Niger, ça entre en Algérie et c'est l'Algérie qui distribue ça vers le Moyen-Orient, vers l'Europe, à travers la Méditerranée. Donc le projet de pipeline transsaharien de l'Algérie est en concurrence avec le projet de pipeline trans-ouest africain du Maroc. De telle façon que chaque fois que l'Algérie envoie une délégation dans l'un des pays concernés par ce projet d'exploitation de pétrole et de gaz, la semaine d'après le Maroc envoie une délégation. L'Algérie construit, le Maroc casse. De la même façon, quand le Maroc construit, l'Algérie casse. Le Maroc a compris qu'il fallait renforcer ses relations avec les autres pays de l'AES également. Le Maroc a dépêché dans la foulée une délégation dans le pays de l'AES qui est la vraie bête noire de l'Algérie, à savoir le Mali. On peut dire que les Marocains essayent de pratiquer en Afrique un soft power, c'est-à-dire qu'ils essayent de dominer par la finance, par la banque, par l'investissement, par une coopération non agressive. Alors que les Algériens, eux, ils essayent de dominer par le hard power. Alors, regardons un peu ici l'intelligence du président Abdourahmane Tchani. Il fait jouer la concurrence. C'est un message à l'Algérie pour dire, si vous ne m'arrangez pas, il ne faut pas me déranger. Si quelqu'un me propose mieux, ne vous plaignez pas. Ça, c'est ce qui rend les gens fous à Alger. Quand ils ont vu les diplomates marocains à Niamey, ils ont compris que le président Abdourahmane Tchani avait plus d'un tour, plus d'une corde dans son sac. Poto, le pays de l'AES se sont vraiment gouvernés. Ce n'est pas de l'illusion, c'est une réalité. Les autorités de ces trois pays ont maintenant la main mise sur tout ce qui concerne les richesses de leur pays. Et les fruits sont palpables. Voilà qu'au Mali, sur l'or, il y a un excédent commercial confirmé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a souligné cette amélioration du commerce extérieur et la solidité de la liquidité bancaire dans un contexte d'excédent commercial marqué, porté essentiellement par les exportations. Cela veut dire que sur les exportations de l'or là, il y a des fruits palpables. Des entrées sont largement supérieures par rapport aux entrées d'il y a 10 ans, 5 ans en arrière. Car c'est orienté directement vers le caisse de l'État. Comment ne pas aimer ce genre de président? Et ça, c'est en quelque sorte une souveraineté. Que valent les élections présidentielles dans les pays néocolonisés de la France-Afrique? Maintenant, on ne va plus passer une année sans apprendre, en plein 21e siècle, qu'il y a un président qui a été élu à 94%, à 90%, à 95%. Si on n'avait pas la mémoire de l'histoire, on aurait un certain sentiment d'anachronisme. Dans tout le long du 20e siècle, les gens appelaient ça un score soviétique. C'est-à-dire des scores de pays dans lesquels il n'y a qu'un seul parti politique. Et où de toutes les façons, quelle que soit votre manière de voter, c'est le parti qui donne le résultat. Tout au long du 20e siècle, on nous avait habitués à penser que les élections présidentielles avec des scores au-dessus de 90% étaient le signe que la concurrence avait été clairement abolie, qu'elle avait été biaisée, qu'elle avait été niée. Quand on disait qu'un président africain au XXe siècle avait été élu, on disait qu'il avait été élu avec un score soviétique. C'était un mot de passe pour dire que ce n'était pas une élection, puisque de toutes les façons, il n'y avait qu'un seul candidat, et que le candidat en question était lui-même l'organisateur de l'élection, le compteur des bulletins,
le proclamateur des résultats et celui-même qui organiserait sa propre intronisation. Bref, c'est ce que nous avons compris tout au long du XXe siècle. Voici que nous sommes au XXIe siècle. 26 ans après le début du XXIe siècle, on recommence à nous bazarder, à nous balancer des résultats électoraux de 90% et plus dans des pays dont on nous dit qu'ils sont des pays de multipartisme, de pluralisme, de démocratie, de liberté d'expression et de concurrence. Ouais, dis donc, comme on dit chez moi à Douala. Qui peut croire que ce sont des élections présidentielles qui sont organisées? Quand? Première chose, le régime qui est au pouvoir met en prison d'abord tous ceux qui peuvent battre ses candidats potentiels. Le régime qui est au pouvoir contraint à l'exil tous ceux qui peuvent battre ses candidats potentiels. Le régime qui est au pouvoir exclut du processus électoral tous ceux qui peuvent battre ses candidats potentiels. Qui peut encore honnêtement appeler élection un processus qui, dès le départ, commence par l'exclusion des adversaires? Est-ce qu'on doit regarder les résultats des élections dans un pays où le président sortant a exclu les meilleurs adversaires de ses camarades, de la compétition pour la conquête du pouvoir? Non. Si nous étions honnêtes, il n'y aurait pas de débat, on n'appellerait pas élection ces processus-là qui sont en réalité des plébiscites déguisés. Ce qui vient de se passer au Bénin, là, vous appelez ça élection? Ce qui s'est passé dans mon pays natal, le Cameroun, vous appelez ça élection? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Ouattara Draman, vous appelez ça élection? Est-ce que ça mérite d'être appelé élection? On peut même presque dire que Mbalo, lui,